Bonsoir à tous et bienvenue. Ici Nicolas Anderson. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs histoires que vous, simple humain, trouverez sans doute dérangeantes. Installez-vous confortablement, baissez la lumière si vous l'osez et écoutez attentivement. Histoire numéro 1, le bruit. Moi c'est Thibaut. Je vivais à cette époque avec ma copine Chloé. On avait une petite maison, à 10 minutes du centre-ville, dans un quartier plutôt calme, entouré de retraités. C'était une maison sans prétention, sur 2 étages, mais on s'y sentait bien. Il y avait toujours du monde et on y aimait faire la fête. À cette période d'hiver, les nuits tombaient rapidement, aux alentours de 18h. Et pour une fois, il avait neigé. Ce jour-là, je ne me souviens plus trop pourquoi, mais on était seuls et fatigués. Nous avions dû passer une semaine à faire la fête. On s'était donc couché tôt, Chloé et moi, vers 20h environ, quand, à 23h, un énorme bruit se fit entendre. Ça venait d'en bas. Chloé me réveilla en sursaut. « Tu as entendu ? Il y a un bruit. Va voir, s'il te plaît. » La voix encore enrouée. Moi, qui pensais qu'encore une fois un verre, voire une bière, qui traînait sur le bar avait fini par tomber, je m'extirpai douloureusement du lit. Ok, j'y vais. Chloé me tournait le dos, avec un marmonnement approbateur. Je sors donc de la chambre, en allumant dans le couloir pour ne pas la réveiller. Et là, un bruit attire mon attention. Très faible, mais constant. Encore endormi, j'essaie de me concentrer. Ça venait de la salle de bain. Je m'approche et plus j'avance, et plus le bruit devient clair. L'eau était en train de couler. J'allume donc la lumière de la salle de bain, et je vois le robinet ouvert. J'étais persuadé de l'avoir bien fermé en me brossant les dents, mais je n'y fis pas plus attention que ça. Je me dirige donc vers l'escalier pour descendre. En descendant, je me penche pour passer la tête dans le bureau, histoire de vérifier, mais rien, si ce n'est le même bazar que d'habitude. Je continue vers l'entrée, et par réflexe, j'appuie sur la poignée pour vérifier que la porte est bien fermée. Elle l'était. Je me retourne donc vers le salon, et j'avance lentement, toujours pas de bruit dans la maison. C'était rare de la voir si calme. J'entre dans la cuisine, et là, je tombe dessus. Je m'en doutais. Comme je le pensais, une bouteille était par terre. En verre, bien évidemment. Cassée en 1000 morceaux. Ça me saoule. Je me plaignais d'avance. Après 5 minutes de nettoyage, qui me paraissait une éternité, je remontais enfin me coucher. Là, allongé, je voyais encore la bosse que faisait Chloé sous la couette. Elle me tournait toujours le dos et elle respirait lentement. Je regardais mon téléphone une dernière fois pour vérifier l'heure et je m'allongeais. Cette fois, après 10 bonnes minutes de somnolence, je suis réveillé en sursaut par un autre bruit. Chloé ne bouge pas. J'entends maintenant distinctement. On vient de tirer la chasse. La porte de la salle de bain s'ouvre et des bruits de pas sont de plus en plus proches. Quelqu'un se rapproche. J'en suis sûr. Mon cœur commence à s'emballer. Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire. Je recule le plus possible pour sentir le dos de Chloé contre le mien. J'aperçois maintenant l'ombre de quelqu'un sur la porte, qui se rapproche, toujours plus. Arrivé dans l'encadrement de la porte, je la vois. Là, debout, toujours l'air pas réveillé. Chloé. Elle était devant moi, me regarde et me demande « Alors, c'était quoi ce bruit ?» Vous avez saisi ? Qui était donc à la place de Chloé dans le lit ? Et comment a-t-il fait pour arriver là ? Pourquoi ? Sur ces belles questions, nous allons partir pour notre deuxième histoire, où la tension monte encore d'un cran. Histoire numéro 2, Toc Toc. Journal de bord, enregistrement. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Nous sommes le 16 juin 2025, si je n'ai pas perdu le compte. Aujourd'hui, cela fera 3 ans que l'épidémie a commencé. Il n'y a toujours aucune trace de vie sur Terre. Je suis dans une de ces journées un peu compliquées. J'ai l'impression que le temps passe de moins en moins vite. Et je ne sais plus quoi faire. Émilie me manque. Je sens les larmes couler sur ma joue. J'ai de plus en plus de mal à les retenir en ce moment. J'éteins la caméra et reprends le fil de ma journée. Je me regarde vite fait dans le miroir, ma barbe a encore poussé. Je prends donc mon rasoir, légèrement rouillé,
Ici tout l'est de toute façon. Par réflexe, j'ouvre le robinet, mais dans un bruit assourdissant de grincement, rien n'en sort. Cela fait maintenant 1 an qu'il n'y a plus l'eau courante. Après m'être rasé et coupé plusieurs fois, je sors enfin de la salle de bain. Le salon, du moins la pièce qui y ressemble, paraît être de moins en moins vivable. La poussière s'y incruste par tous les interstices de la toiture. La végétation même commence à y reprendre ses droits. Le sol est jonché d'objets récupérés en tout genre, ce qui forme un monticule informe de déchets qui envahit tout l'espace. Je me dirige donc vers la seule source de lumière artificielle de la pièce, une tablette qui émet comme toujours ce son régulier. C'est le radar que j'avais pu bricoler pour détecter toute forme de vie sur Terre. Son bruit, continu, me rappelle chaque seconde à quel point je suis seul. Comme le bruit d'une trotteuse, rien ne semble arrêter sa course jusqu'au prochain battement. Dis-moi Alex, as-tu détecté quelque chose depuis hier soir? La tablette changea de fond d'écran pour passer à l'interface intelligente du logiciel. Non monsieur, toujours aucune autre forme de vie détectée sur la planète. À peine ces mots retentirent, qu'à nouveau je me mis à pleurer. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis le seul à avoir survécu? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Le reste de la journée fut semblable à toutes les autres. J'errais sur ce monde de poussière, à chercher de quoi boire et de quoi manger. Cette nuit-là, vers 2 heures, je me levai pour aller aux toilettes, et j'aperçus dans le noir du salon une silhouette, semblable à un reflet. Je m'arrêtai pour voir avec plus d'attention, mais rien, juste le vide. Ce phénomène continua comme ça pendant plusieurs jours. À différents moments de la journée ou de la nuit, j'apercevais du coin de l'œil cette masse informe se déplacer. Puis un soir, en rentrant d'exploration, je la vis. C'était Émilie. Elle était là, devant moi, comme je l'avais connue avant sa mort. Brune, grande, qui me fixait de ses grands yeux bleus océans. J'y sombrais, comme à mon habitude, comme attiré par une sirène. Je ne pus rien dire, ma gorge était serrée et le choc était trop grand. Elle me sourit, puis commença à prononcer quelques mots. Tu m'as laissé. Pourquoi tu as fait ça? Je t'aimais. Là, c'en était trop. Je tombais, à genoux, devant cette vision aussi belle que violente. Elle restait là, impassible, de marbre, telle une statue, et maintenait avec insistance son regard. Je finis par réussir à sortir quelques mots à mon tour. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Tu es morte. Je t'ai perdue ce jour-là, comme le reste du monde. À peine j'eus fini, qu'elle répondit d'un ton plus froid. Tu aurais dû me suivre, venir avec moi. On s'était promis, à la vie et à la mort. Je sais, Émilie, rétorquai-je avec douleur. Je ne peux vivre sans toi. Mais je ne peux mourir sans toi non plus. C'est pourtant simple, dit-elle, en me montrant le couteau qui était posé sur la table. Et là, après des longues minutes d'hésitation, tout me semblait évident. À quoi cela sert de vivre dans un monde désolé, seul, sans aucune autre forme de vie, et surtout sans toi? Lex lance un nouveau balayage. Bien, monsieur, mais je pense que le résultat sera le même que les 360 fois précédentes. Oui, je me doute, répondis-je en soupirant. Je m'approchai lentement du couteau, et à mesure que je m'en approchais, le visage d'Émilie changeait. Il devenait plus net, moins fantomatique, mais ce n'était pas forcément mieux. Elle m'apparaissait maintenant creusée, vidée, sèche, comme un cadavre qui aurait passé des années enseveli. Je commençai alors à douter. Mais elle continua. « Viens, rejoins-moi. Enfin, que tout puisse s'arrêter. » À ce moment-là, son corps avait verdi, comme la ferraille attaquée par la rouille. Elle semblait être désormais rongée de l'intérieur, et par endroits, sa peau laissait place à ses muscles putréfiés. Mais je m'en moque. Il est temps. Je n'en peux plus de cette vie. Je saisis le couteau, la regardant, elle, qui avait tant compté pour moi. Malgré son apparence cadavérique, je l'aimais toujours autant.
Et là, schlac, je m'ouvrais la gorge, d'un mouvement lent de gauche à droite. Je ne sentais même plus la douleur. Seul le liquide chaud qui venait de sortir de cette plaie béante semblait focaliser tous mes sens. C'en était presque rassurant. Je n'entendais même pas la réponse du dernier scan de Lex. Je le percevais loin, comme si mes oreilles s'étaient bouchées. Je m'allonge alors par terre, dans cette marée rouge, chaude, qui me couvrait d'une sensation de chaleur. Mes yeux commençaient à se fermer, je sentais ma force et tous mes ressentiments me quitter. J'étais enfin libre. Par intermittence, je voyais du coin de l'œil la silhouette d'Émilie, toujours là, à me regarder fixement. Elle avait désormais un sourire de plus en plus grand. Quand finalement les dernières secondes se firent sentir, dans un dernier effort pour la voir, je lui dis « J'arrive, mon amour ». J'ouvris un peu plus les yeux pour la voir une dernière fois et imprimer son image à jamais sur ma rétine. À ce moment-là, un frisson me parcourut. Enfin, du peu que je ne puis le sentir, car je quittais enfin mon corps. Son visage avait encore changé. Son sourire était maintenant déformé. Il paraissait courir de son oreille gauche à la droite sans interruption. Et son regard, il était fixe, comme à son habitude, mais pas en ma direction. Elle semblait regarder la porte. Je finis enfin par m'éteindre, avec cette vision effroyable qui me déforma le visage de peur. Soudain, dans le silence, un bruit retentit. On frappait à la porte. Alors, d'après vous, qui frappait à la porte? Que regardait Émilie? Comment a-t-elle pu le savoir? Passons maintenant à l'histoire numéro 3. Le dîner. Ça faisait bientôt 3 ans que je sortais avec Maxime, et tout se passait plutôt bien. Enfin, bien, si on veut. Notre relation était classique, nous nous étions rencontrés à une soirée chez des amis en commun. Et après avoir flirté quelque temps, nous sommes sortis ensemble. C'était quelqu'un de simple, assez discret en général, physiquement de taille assez grande et brun, plutôt banal. Par contre, il était d'une grande douceur, et d'un calme à toute épreuve. Bizarrement, l'inverse de mes anciens copains. Souvent des mecs peu fréquentables. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de changer, mais j'en avais sans doute marre des histoires compliquées. Après 2 ans et demi de relation, j'ai commencé à m'ennuyer, à sentir que la routine qui s'était installée ne me plaisait plus. Le côté aventure et séduction des débuts me manquait terriblement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je ne me sentais même plus désiré, ni même joli. Alors un soir, en repas d'entreprise, quand le nouveau stagiaire Adrien est arrivé, tout a changé. Il était un peu plus jeune que moi, de 2-3 ans, avait un côté hipster comme on dit, une barbe assez longue, bien entretenue, des cheveux mi-longs, blonds quasi roux, un charme fou, puis surtout il était spontané, plein d'humour, avec un côté presque insolent, mais moi ça me plaisait. Après plusieurs mois où nos regards devenaient de plus en plus complices, où nos conversations avaient de plus en plus de connotations et de double sens, je finis par craquer et accepter de sortir un soir avec lui. Ce soir-là, je prévenais Maxime de ne pas m'attendre, car je sortais avec une copine. Il n'a trop rien dit, n'a même pas eu l'air étonné. À vrai dire, pourquoi l'aurait-il été? Cela m'arrivait de temps en temps. Moi, en revanche, quelque chose changeait. Je me sentais différente. Je savais que je ne sortais pas juste pour sortir. Et effectivement, ce fut le cas. Ce soir-là, après le dîner, Adrien m'emmena chez lui. On passait la nuit à parler, rire, puis nous avons fini dans son lit. Il savait que j'étais déjà en couple, mais ça ne le dérangeait pas. Je finis par m'endormir sur son torse, la tête sur son tatouage. Quelques heures plus tard, je me réveillais en sursaut, paniqué. Il était 5 heures du matin. Maxime allait forcément se douter de quelque chose. Je ne suis jamais rentré aussi tard, et aucun endroit ne fermait si tard. En 4e vitesse, je m'excusais auprès d'Adrien. À ce moment-là, j'oubliais le code de la route et je priais pour rentrer avant qu'il ne se réveille. Arrivé à la maison, tout était calme, dans le noir. Pas un bruit, rien. Je me déshabillai rapidement et me mis au lit, sans vouloir faire de bruit. À ce moment-là, j'entendis sa voix. « Alors, comment s'est passée ta soirée ?» dit-il encore endormi. « Bien, merci. Mais rendors-toi, il est tard, » lui dis-je rapidement.
D'accord. Dors bien mon cœur. Merci. À toi aussi. Ouf, j'avais réussi. Il n'avait même pas dû se rendre compte de l'heure qu'il était. Enfin, c'est ce que je pensais. Après cette panique de ce soir, je me disais en m'endormant que plus jamais. J'avais passé un très bon moment, mais je ne pouvais pas faire ça à Maxime. Je l'aimais. Les jours suivants, étant le week-end, je n'y pensais plus vraiment. Mais le lundi, je retournais au travail la boule au ventre. Comment allait réagir Adrien? Cependant, la journée passa, mais il n'était pas là. Je demandais à tout le monde, personne n'en savait plus, et j'éveillais même des soupçons. Les gens ne comprenaient pas mon interrogation si soudaine à son propos. Après une semaine d'absence, l'inquiétude gagna le bureau. Notre directeur fit un discours pour expliquer qu'une alerte disparition avait été mise en place et que si quelqu'un avait la moindre info, qu'il devrait parler à la police. Mais je n'osais rien dire. J'étais la dernière à l'avoir vu et ils penseraient tout de suite que j'y serais mêlé. Et puis, s'ils venaient à chercher mon ADN, ils en trouveraient partout sous son lit. Mais non, toujours rien. Après plusieurs semaines, l'information parut dans les journaux, à la télé. Adrien avait disparu. La plupart des gens pensaient à un départ à l'étranger, sur un coup de tête. Vu l'aventurier et son caractère, il peut être en Australie en train de surfer, disaient mes collègues. Mais moi je sentais que quelque chose n'allait pas. Et j'allais bientôt savoir quoi. Une nouvelle semaine s'achève, je rentre, fatigué. Là je trouve en arrivant Maxime, en tablier, en train de cuisiner, comme je ne l'ai jamais vu faire, qui me dit « Tiens, Hayet, tu es rentré ?» Pose-toi. Je t'ai débouché le vin que tu aimes. Installe-toi, je m'occupe de tout. Je m'exécutais, bien que je me demandais pourquoi autant d'attention. Est-ce que j'avais oublié un anniversaire, une fête, quelque chose de précis? Non, me dit-il. C'est juste qu'en ce moment, au boulot, tu dois être très stressé, donc je voulais m'occuper de toi. Bon, je te laisse. J'ai la viande à finir de cuire. Je buvais donc ce merlot, affalé sur le canapé, quand je sentis mon téléphone vibrer. Là, un message d'Adrien. Comment vas-tu depuis l'autre nuit? Je répondis presque immédiatement. Mais toi, où étais-tu? Comment toi tu vas? On s'inquiétait tous. Il y a même une enquête pour disparition. Il me répondait Oh, ne t'inquiète pas. Après la nuit qu'on a passée, je me suis dit qu'il était temps pour moi de partir et de me recentrer sur moi-même. Et je suis parti pour le Pérou. Quelque chose ne va pas, dit Maxime en rentrant dans la pièce. Non, non, c'est rien, au contraire, tout va bien. Parfait, me dit-il. C'est prêt. On va pouvoir passer à table. D'accord, j'arrive. Je répondais une dernière fois à Adrien. Eh bien, heureuse pour toi et profite bien de ta vie alors. À bientôt. À très vite, me répondit-il. Je m'asseyais donc à table, face à Maxime. Ça sentait divinement bon. J'étais soulagé et rassuré que tout aille bien. Je savais au moins que je ne risquais plus rien. Au fait, j'ai vu au journal que ton collègue n'a toujours pas été retrouvé, dit-il. Non. Tu le connaissais bien? Tu travaillais avec lui, il me semble. Non, pas plus que ça, c'était un nouveau chez nous, je le côtoyais pas plus que ça. D'accord. Tu ne manges pas? Me dit-il en montrant le plat. C'était un plat en sauce, comme un bourguignon, la viande était très tendre et la sauce pour l'accompagner était incroyable. Alors après avoir englouti mon assiette en 2 minutes, j'ai remarqué que Maxime me fixait bizarrement pendant qu'il mangeait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Non, non, me dit-il, je me posais juste une question. Oui? Il commençait à m'inquiéter, je ne reconnaissais pas ce regard. Eh bien, ta fameuse soirée il y a quelques semaines, tu te souviens? Oui? J'hésitais à répondre de plus en plus, et mon pouce accélérait. Je me demandais, qu'as-tu fait pour arriver si tard, ça ne te ressemble pas? Donc il savait. Il avait vu l'heure. Pourtant, il me paraissait si fatigué. Je ne savais plus quoi répondre. Je commençais à avoir des sueurs froides. Il reprit de plus belle. Caroline vous a emmené boire un dernier verre chez elle? Oui, oui, m'écriai-je un peu trop enthousiaste. Oui, c'est ça exactement. C'est bien ce que je m'étais dit. Et il reprit à manger. Ouf, cette fois je m'en sortais bien. Je
Je passais le reste du repas à ne plus dire un mot et juste acquiescer à ce qu'il me demandait. Puis, arrivé au dessert, il me dit « Mais excuse-moi d'insister, j'ai une petite question. »« Oui, je t'écoute. Ce jeune homme disparu, Adrien, il était à ton goût? Je veux dire, est-ce qu'il te plaisait ?»« Quoi? Pourquoi me disait-il ça? Était-il au courant? Aurait-il vu le message que je lui écrivais tout à l'heure? Non. Puis c'est même pas suffisant pour avoir ses idées. Non, enfin, je sais pas, je n'ai jamais fait attention. Ah bon? Bien, je t'avoue que ça m'étonne alors. Pourquoi? Répondis-je. Bah, s'il te plaisait pas tant que ça, pourquoi tu as couché avec? Sa question résonna dans la cuisine. Il me regardait, avec ce même regard froid et insistant que tout à l'heure. Je ne savais plus où donner de la tête. Je sentais même les larmes monter. Mais je ne répondais pas. Il reprit. Non, parce que, tu sais, passé 2 heures du matin, j'ai fini par m'inquiéter et je suis sorti voir si je te trouvais. Et puis tu te souviens, le logiciel de géolocalisation qu'on avait mis dans ton téléphone, vu que tu te l'étais fait voler 3 fois récemment? Bah, je l'ai activé et je vous ai retrouvé, toi et ce garçon. Je ne savais plus où me mettre. Il savait tout de toute évidence. Mais tout allait si vite dans ma tête, je n'arrivais plus à penser, je me levais machinalement pour vider mon assiette et la mettre au lave-vaisselle. Il insista. Alors, tu ne dis plus rien? Non, j'ai rien à dire. Eh bien, permets-moi encore une dernière question, tu me dois bien ça depuis le temps. Je me relevais et me tournais face à lui. Tu es sûr qu'il n'était pas à ton goût? Ce regard. Encore. Qu'est-ce que c'était? Je me sentais mal. On sentait presque un léger sourire malsain qui commençait à se dessiner. Alors, tu ne réponds pas? Tu n'as pas senti ce léger goût de tromperie? Quoi? Oh mon Dieu. Je commençais à avoir une idée qui me traversait l'esprit et qui me terrifiait. Un frisson me parcourait lentement le corps. Non, il n'aurait quand même pas. Et tu aimes le Pérou? Je suis sûr que c'est un endroit très calme et tranquille. Je ne pouvais plus bouger. J'étais complètement pétrifié. Mon cœur semblait s'arracher de ma poitrine. Je ne savais plus quoi faire et là, en regardant de plus près la casserole, je me sentis hurler et tomber en même temps. Je l'avais vu. Là, distinctement, dans le fond de la casserole. Un morceau de peau et de chair qui laissait apparaître un tatouage. Son tatouage. Voilà. Bon appétit, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous arriverez quand même à dormir. Si c'est le cas, je vous laisse commenter la vidéo et la partager. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, abonne-toi et rejoins-moi dans les profondeurs de l'effroi.